Bonjour. Bienvenue sur la chaîne podcast de la chaire Grands enjeux stratégiques contemporains. Cet épisode est un extrait de la conférence prononcée par M. Sergei Radchenko, professeur, Henry A. Kissinger Center for Affairs, Johns Hopkins, School of Advanced International Studies, Washington, États-Unis. La conférence s'intitule « La Russie en quête d'alliés, réelle politique et idéologie dans les choix stratégiques de Vladimir Poutine ». Nous vous souhaitons une bonne écoute et pour nous soutenir, n'oubliez pas de vous abonner à nos différentes chaînes. Well, thank you. Eh bien, merci, professeur Gauthier, pour Remarkable welcome, and thank you all for coming here. cette introduction remarquable et merci d'être venu ici. C'est un grand honneur d'être là au Panthéon, à l'Université Panthéon-Sorbonne pour parler des alliances de la Of course, Russie. I'm a historian first. Bien sûr, je suis historien tout d'abord et avant tout. J'évoque les questions contemporaines dans mes travaux, donc certaines des choses que je vais dire aujourd'hui touchent à l'histoire. Je ne suis pas particulièrement bon pour parler de l'avenir des alliances. Les historiens ont déjà assez de mal à comprendre ce qu'il s'est passé par le passé, sans parler de prédire ce qu'il va se passer à l'avenir, mais il est intéressant de revenir sur certaines des thématiques qui ont déjà évolué et qui se sont produites par le passé pour nous permettre de comprendre où nous acheminons pour avoir en tout cas une quelconque impression de ce que cela pourrait être. Very impressed. En tout cas, je suis vraiment impressionné, professeur Gauthier, par votre récit de toute ma biographie. Et je m'inquiète de toutes les informations qui sont disponibles sur mes diverses mésaventures dans la vie. J'ai vécu dans bon nombre de pays au fil du temps. As I reflect back, Et quand je me retourne sur ces 20, 30, 40 ans maintenant de vie à la fin de la guerre froide, en quittant l'URSS, la Russie, et pas simplement la Russie, mais l'île de Sakhaline. Sakhaline, je ne sais pas si vous êtes déjà allé sur l'île de Sakhaline, mais elle est assez éloignée, distante de tout. and going to the West, Et d'aller en Occident, découvrir un monde très différent, mais ensuite en quittant l'Occident et en allant en Chine, où j'ai passé de nombreuses années en Chine, où j'ai trouvé cela aussi très formateur, de voir comment différentes nations, différents peuples vivent. commonalities, Les points communs aussi, the sometimes significant mais également parfois les différences culturelles significatives. Donc je suis très reconnaissant de cette expérience qu'il m'a été donné de vivre au fil du temps, d'explorer le monde, tout en apprenant plus sur le monde, notamment la Russie et la Chine, mes deux principaux domaines d'intérêt really kid depuis que je suis vraiment tout petit, placed in a very different grandissant dans l'extrême-orient russe, dans une période très très différente dans les relations étrangères, parfois une période un peu plus brillante parce que quand j'étais à Sakhaline, quand j'ai quitté Sakhaline pour découvrir ce nouveau monde brillant, et maintenant vous voyez où nous en sommes, for some of us. en tout cas pour certains d'entre nous, peut-être pas pour tous, mais What I propose to do ce que je propose de faire en préparation de cette intervention aujourd'hui, en fait, j'avais pré-rédigé mon intervention, ce qui est assez inhabituel pour moi. Je n'ai fait jamais cela. Pourquoi? Parce que je préfère pouvoir déblatérer un petit peu. Mais bien sûr qu'il y a une interprétation, peut-être aussi que ces élucubrations pourraient perturber les interprètes, pensais-je. Donc, j'ai écrit un discours où je vais évoquer différents aspects de la politique étrangère russe, mais je pense qu'ensuite nous pourrons élargir nos débats et parler aussi de la Chine, parler de Corée du Nord aussi, parler aussi d'une palette plus large participants in this very aligned différents participants à ces alliances ou ces alignements auxquels participe la Russie avec ses voisins et ses partenaires. Et j'aimerais commencer en vous citant post on the un post sur les réseaux sociaux de Donald Trump le 12 février 2025. many of you have seen Bon nombre d'entre vous l'auraient vu. President Donald Le président Donald Trump Trump he spoke a dit dans ce post qu'il avait appelé President Vladimir le président Vladimir Poutine et qu'ensuite
il a raconté comment lui et Poutine avaient réfléchi sur la grande histoire de nos nations et le fait que nous nous sommes battus avec tellement de succès ensemble dans la Deuxième Guerre mondiale. Et en citant ce qu'il appelle le bon sens, il a appelé à des négociations immédiates avec la Russie pour mettre fin au conflit en Ukraine. C'était il y a une semaine et il semblerait que ce soit passé maintenant depuis toute une vie. Les choses évoluent tellement rapidement. Nos choses bougent tellement vite. Plus tard, Trump a parlé avec désapprobation de la décision d'exclure les Russes du G8, G7, en ajoutant qu'il aimerait les voir revenir. Il a aussi appelé de ses voeux un sommet avec Poutine. Le président américain pense clairement que Poutine a été maltraité et que si seulement il était respecté et reconnu comme le grand dirigeant qu'il est, si seulement l'on tenait compte de ses préoccupations sécuritaires, mais au nombre des problèmes qui affligent les relations de la Russie avec l'Occident auraient été évitées. Et donc, la guerre en Ukraine n'aurait jamais commencé, comme le dit Trump, s'il avait été président. C'est toute une question de respect, vraiment le respect que l'on accorde à ces personnes. L'approche trumpienne a quelque peu déstabilisé les Européens qui se sont sentis pris au dépourvu par la diplomatie du président. Au contraire, Poutine voit cela comme une opportunité. Il a longtemps affirmé que l'Ukraine n'a pas du tout son mot à dire dans le conflit, que c'est une marionnette et que la guerre est entre la Russie et l'Occident et que bien sûr, au sein de l'Occident, ce n'est pas l'Europe qui compte, ce sont les États-Unis qui sont les véritables maîtres. Les Européens ne sont que des marionnettes pour Poutine et donc il a cherché à organiser les pourparlers directs avec les États-Unis en parlant au-dessus de la tête des Ukrainiens et des Européens. Poutine se sent agrandi par cela. Il se sent plus fier et plus grand. Et ça a été le but unique de la Russie, comme je l'ai dit dans le livre que j'ai écrit, dont a parlé le professeur Gauthier, To Run the World. Historiquement, les soviétiques russes ne voulaient rien d'autre que la reconnaissance occidentale de leur grandeur, qu'ils soient reconnus comme une grande puissance parce que cela contribuait à leur légitimité. Et donc Poutine souhaite cela. Il souhaite pouvoir passer par-dessus la tête des Européens, passer par-dessus la tête des Ukrainiens pour parler directement avec les États-Unis parce que sont les Américains les patrons. C'est comme cela qu'ils les voient. Ces négociations, avec la promesse d'un rapprochement plus large avec les Américains, permettraient de faire revenir Poutine à la grande table de la politique mondiale, pas parce qu'on lui a demandé de revenir à la grande table, mais parce qu'il a saisi la place qu'il jugeait être légitimement la sienne. Non, ça n'a pas été remarqué à l'époque. Je ne crois pas que qui que ce soit ait écrit sur cela, mais la conversation entre Trump et Poutine est arrivée un jour après, imaginez quel anniversaire dans l'histoire, c'est intéressant, il est arrivé un jour après le 80e anniversaire d'un événement important qu'on appelle la conférence de Yalta, il y a 80 ans. En février 1945, dans la Crimée déchirée par la guerre, le dirigeant soviétique Joseph Staline a organisé des pourparlers avec le président américain Franklin D. Roosevelt et le premier ministre britannique Churchill. L'accord de Yalta n'a pas simplement fixé les termes pour la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi a esquissé l'ordre mondial d'après-guerre où les trois grands, mais d'une certaine façon, les trois grands étaient vraiment les deux grands parce que selon Staline, la Grande-Bretagne n'avait pas d'importance, la France non plus était qu'une erreur de calcul, quasiment. Et donc, c'était les deux grandes puissances qui importaient. C'était elles qui allait décider de tout en Europe et dans le monde entier. Et d'ailleurs, dans mon livre, là, je m'écarte un petit peu de nos propos écrits, toutes mes excuses aux interprètes pour cela. Dans mon livre, j'évoque la façon dont en 1943-1944, Staline a établi des commissions spéciales pour étudier la question d'un règlement d'après-guerre en Europe. Et dans ces commissions, qui étaient dirigées par Maxime Litviyev, qui était
l'ancien ministre des Affaires étrangères de l'URSS, et Ivan Maïski, qui était l'ancien ambassadeur à la cour de Saint-James au Royaume-Uni. Ils étaient dirigeants des commissions et ont produit des rapports sur l'apparence éventuelle du monde après-guerre. C'est vraiment fascinant de se demander à quoi pourrait ressembler le monde pour eux. Nous avons ces rapports, ils sont remarquables parce que ce qu'ils démontrent, c'est que les Soviétiques à l'époque pensaient qu'en gros, toute l'Europe continentale leur appartiendrait. Ils pensaient que ce serait la grande puissance continentale en Europe, que la Grande-Bretagne apporterait un équilibrage offshore. C'est comme cela qu'ils en parlaient. La Grande-Bretagne existerait quelque part, mais l'Union soviétique dominerait toute l'Europe occidentale et puis l'Europe orientale aussi, la Pologne. Mais pour eux, cela allait vraiment jusqu'en Suède et en Turquie. Donc tout cela serait sous domination soviétique et ça a été rédigé par des soviétiques stalinistes, pas par des stalinistes orthodoxes, mais Litvinev qui était le plus pro-occidental de la politique soviétique. Une petite digression qui montre vraiment toute l'étendue des ambitions soviétiques. Pour beaucoup d'Européens de l'Est, Yalta est évocateur d'une trahison qui les a laissés à la merci du Kremlin et donc qu'on les a confinés à la sphère d'influence soviétique. Je ne crois pas que l'on trouvera un Polonais qui dirait que l'accord de Yalta était une très bonne idée. Personne ne pense cela en Pologne. Mais pour les Russes, Yalta signifie quelque chose de complètement différent, une reconnaissance du sacrifice soviétique pendant la Deuxième Guerre mondiale et une acceptation respectueuse de ce que l'on appelle, entre guillemets, la sphère d'influence de Moscou. Maintenant, Poutine perçoit ces tentatives du président américain de voir la Russie traitée dans l'esprit de Yalta, mais on peut se demander si ces attentes sont réalistes et est-ce qu'un autre Yalta fonctionnera en pratique. Nous ne sommes plus en 1945, mais en 2025, il y a d'autres acteurs, notamment l'Ukraine et l'Europe, qui ne seront pas d'accord facilement avec un accord américano-russe qui se jouerait derrière leur dos. Et en fait, la Russie, qui est engluée dans une guerre prolongée, n'est pas vraiment en position pour dicter ses termes en Ukraine et encore moins refaçonner la sécurité européenne. Mais en gros, la seule ressource dont déborde la Russie, au-delà du pétrole, c'est l'hubris. Parlons un petit peu comme de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine était un inventeur du KGB à Dresde, en Allemagne de l'Est, quand son monde et celui de ses compatriotes s'est désintégré soudainement. L'effondrement du mur de Berlin le 9 novembre 1989, suivi très rapidement par la Soviet military. L'effondrement du régime est-allemand a remis en question la légitimité de la présence militaire soviétique dans le pays. Mikhaïl Gorbatchev s'est rapidement rendu compte que la réunification allemande à laquelle seraient opposés les Européens, pensaient-ils, était quasiment inévitable. Et donc, il pensait vraiment que la première ministre britannique Thatcher serait opposée. Il pensait que le président Mitterrand serait opposé à la réunification, mais rien ne s'est passé en ce sens. Mais en réalité, bien sûr, l'Allemagne allait se réunifier, et si cela se passait, qu'arriverait-il le groupe soviétique en Allemagne à l'intégralité du pacte de Varsovie dont la RDA avait été le joyau de la couronne? L'assistance initiale de Gorbatchev mobilisait à s'assurer que l'Allemagne réunifiée resterait neutre. Il avait aussi une autre idée d'une Allemagne réunifiée qui serait ancrée dans des alliances et donc elle pourrait appartenir à la fois au pacte de Varsovie et à l'OTAN. Il était difficile de se demander comment cela fonctionnerait en pratique, mais en tout cas, c'était l'idée qu'il avait à l'époque. Il était convaincu qu'il pourrait échanger sa bénédiction pour la réunification pour l'accord du chancelier allemand Kohl pour faire sortir l'Allemagne de l'OTAN. Dans un effort pour apaiser Gorbatchev, le secrétaire d'État américain James Baker a proposé le 9 février 1990 que même si l'Allemagne resterait dans l'OTAN, il n'y aurait pas d'extension de la juridiction de l'OTAN pour des forces de l'OTAN à 1 pouce à l'Est. C'est une remarque vraiment célèbre, peut-être pour les mauvaises raisons,
faite et qui a été reprise par Kohl le lendemain. Et donc, les Américains ont immédiatement enfreint cette promesse. Bush, notamment, ne voulait pas en entendre parler. Et puis, il est important de savoir que cette promesse de pas d'un pouce n'a jamais été formalisée dans quelconque accord. Et ce serait cité encore plus tard par Poutine comme un exemple de la perfidie occidentale. Quid de cette promesse de ne pas élargir d'un pouce? À l'instar d'autres historiens, nous avons passé beaucoup de temps à essayer de comprendre ce qui s'est passé véritablement en étudiant des documents des deux côtés, des documents occidentaux et russes, pour essayer vraiment de démêler quelle a été la réflexion soviétique. Pensait-il vraiment qu'une promesse leur avait été faite et qu'un accord avait été trouvé en 90 de ne pas élargir l'OTAN? Et selon moi, ce n'est pas le cas et la réalité est bien plus compliquée. Gorbatchev continuait d'insister, même au printemps de 90, que l'Allemagne, même si elle était réunifiée, devrait rester en dehors de l'OTAN. Il faut en tout cas être ancré dans les deux blocs militaires. Il l'a dit publiquement, par exemple, dans son entretien le 6 mars 1990 et le 2 avril, il a donné pour instruction à son ministère des Affaires étrangères, Shevardnadze, de dire aux Américains que l'Union soviétique ne supporterait pas une Anschluss dans les faits de la RDA et qu'elle s'opposerait à l'appartenance allemande à l'OTAN. Pourquoi est-ce que c'est significatif? En fait, s'il y a eu un accord en février 90, s'il y a eu une transaction sur la table et si Gorbatchev a accepté cet accord, eh bien, plus tard, s'il y avait eu un élargissement, il aurait dit vous avez enfreint les termes de l'accord. Mais en fait, si l'on voit, après février jusqu'en printemps 2090, Gorbatchev continuait d'insister sur le fait que l'Allemagne ne soit pas membre de l'OTAN. Il n'acceptait pas cet accord. C'était ça vraiment le plus important. Ça, bien sûr, cela nécessite une lecture approfondie des documents, notamment du côté russe. Et c'est parfois difficile d'expliquer, même au public qui comprennent la question, vraiment, les détails les plus infimes de tout cela. C'est plus facile de faire ce que fait Poutine et de dire « Regardez, il y avait une promesse. Regardez, il y a une conversation avec Baker. » Et est-ce que on dit bien qu'il y a eu cette promesse de ne pas bouger d'un pouce? Mais bon, le fait est que les choses à l'Est sont toujours plus compliquées que ce que l'on dit dans la propagande putinienne. Anyway, quoi qu'il en soit, Gorbatchev a finalement cédé sur la question de la réunification allemande et dans son implication de son appartenance à l'OTAN. Ça s'est passé au sommet avec George Bush à Washington en mai-juin 90. Où il a dit, en gros, eh bien, laissez les Allemands décider. Laissez les Allemands décider, bien sûr qu'ils vont décider de faire partie de l'OTAN. Ça me by aucun doute. Et d'ailleurs, Bush a été très surpris. Les conseillers de Gorbatchev ont aussi été très surpris. Ils ont pensé qu'il aurait peut-être qu'il a vraiment cédé les positions russes. Mais y avait-il d'autres solutions, de meilleures solutions? Et le 18 avril 90, là, les espions principaux de Moscou, Valentin Falin, a envoyé à son patron une note dans laquelle il a dit que les Américains avaient été gâtés par la flexibilité et la bonne foi et la bonne grâce du côté soviétique. L'Occident se joue de nous quand il promet de respecter les intérêts de chaque URSS, alors qu'étape pas à pas, en pratique, il évince notre pays de l'Europe traditionnelle. Et donc, en avril 90, il voulait garder des troupes au sol en Allemagne de l'Est pour utiliser vraiment l'influence que ferait ces troupes au sol. Et donc, là, les Américains allaient vous prendre au sérieux si vous aviez l'occupation militaire du pays. Mais il y avait aussi d'autres points de vue. De ceux qui m'ont particulièrement intéressé, c'est celui de Anatoly Tchernaïev. Vous avez peut-être entendu ce nom. C'était l'aide de camp politique étrangère de Gorbatchev et c'était aussi un ancien combattant de la Deuxième Guerre mondiale. Et il aurait dû donc reconnaître l'importance de l'Allemagne et le secrétariat pour la sécurité soviétique, etc. Vous savez comment c'est. Mais en fait, c'est complètement différent. Il a envoyé une note à Gorbatchev en disant que, en fait, ce ne sont pas les troupes en Allemagne qui sont importantes pour notre sécurité. Nous sommes une puissance nucléaire. Qui va venir nous envahir? Qui va venir nous envahir? Quelle importance si nous avons des soldats en Allemagne ou pas? Et il semble que Gorbatchev était du même avis, qu'il partageait cette mentalité
sécurité qui a été fournie par Tchernaïev, même s'il n'avait pas vraiment le choix de toute façon, mais cela met en lumière une question importante lorsque l'on parle de sécurité, et j'entends parler de sécurité tout le temps. Oh, Poutine se préoccupe tellement de sa sécurité, le Kremlin se préoccupe de sa sécurité, etc. Mais la sécurité, ça n'est pas un sujet contentieux. La sécurité, c'est quelque chose qui est différent dans les yeux de deux personnes différentes, deux bureaucrates soviétiques. Genre comme Staline pourrait dire on ne peut pas quitter l'Allemagne parce que ce serait horrible pour la sécurité soviétique, alors qu'à l'autre disait en fait, on s'en moque, quittons l'Allemagne, nous avons des bombes atomiques qui vont venir nous envahir. Et ça, c'est très important, parce qu'on peut interpréter la sécurité de façon différente. Quoi qu'il en soit, en fin de compte, on peut conclure à juste titre que Gorbatchev a été d'accord pour abandonner l'Allemagne de l'Est, pas parce qu'il était idiot et qu'il ne comprenait pas ce qu'il faisait, pas parce qu'il ne faisait confiance aux Américains pour protéger ses intérêts, mais surtout parce que l'Union soviétique n'avait pas d'autre solution. L'Empire était quasiment en faillite, il était déjà en plein délitement. Le président Bush a compris cela très bien et disait à Kohl en février 90 qu'on ne peut pas laisser les Soviétiques s'accaparer la victoire la sauver d'une mâchoire de la défaite. Kohl était aussi d'accord, même si en fin de compte, il a aussi donné des incitations financières pour faciliter la sortie soviétique. Et donc, c'est comme cela que Robert Gates a finalement dit que c'est un coup de pot de vin qu'on a fait sortir le Kremlin d'Europe. La dernière page de l'histoire de la présence russe en Allemagne a été écrite le 31 mars 1994, quand les derniers soldats ont quitté Berlin. Le président russe Boris Yeltsin était là des Saules pour les voir partir, et on se souvient particulièrement bien de cette occasion parce que c'était là que Yeltsin était assez ivre et il a pris la baguette du chef de l'orchestre, il a décidé vraiment de diriger la fanfare, on s'en rappelle tous. Mais bon. Au milieu du chaos politique et de la guerre économique qui ont suivi l'effondrement soviétique, Yeltsin a au moins proposé d'engager la Russie sur la voie de la démocratie. Mais sa répression brutale contre le Parlement russe en octobre 1993, suivie par une réforme constitutionnelle qui a renforcé la présidence, semble, avec le recul, être les premiers pas sur la pente glissante qui ont mené la Russie dans sa situation difficile actuelle. On n'entend pas souvent dire ça. Et puis, bien sûr, c'est très difficile de revenir en 1993 et de se dire avec qui on a de la compassion dans la crise constitutionnelle. Est-ce que ça aurait été les parlementaires qui, en gros, étaient soit des communistes ou bien des fascistes, ou une savant mélange des deux, ou bien est-ce qu'on était du côté de Yeltsin? Bien sûr, à l'époque, les Américains se disaient, mon Dieu, comme l'a dit ma collègue Marissa Rodney, Yeltsin ivre était bien meilleur pour les Américains que n'importe quelle autre personne sobre. Mais bon, les Américains ont soutenu Yeltsin et ça a été un choix difficile. C'était un choix très, très difficile. Et avec le recul, si on regarde la période, on peut se demander si c'est là vraiment que la Russie a vraiment commencé à sortir de sa trajectoire parce que, en gros, le président a fermé le Parlement et a imposé une nouvelle constitution qui a renforcé ses pouvoirs. Et on pensait que c'était une bonne transaction. Certains le pensaient, d'autres pensaient que c'était horrible. Et peut-être que ça a vraiment ouvert la voie à Poutine et à son autocratie. Quoi qu'il en soit, Yeltsin s'attendait à ce que les États-Unis, à l'époque, acceptent la Russie comme l'un de ses grands partenaires. Il avait une assez bonne relation au début des années 93 avec le président Clinton. On appelait ça la relation Gil-Boris et parfois ils apparaissaient tous les deux assez ivres tous les deux avec Yeltsin, mais tout le monde était ravi de cette magnifique relation qu'ils avaient. Et j'ai cette citation très intéressante d'une conversation entre Boris Yeltsin et Bill Clinton en janvier 1994. Yeltsin disait qu'il devrait y avoir une sorte de cartel des États-Unis, de la Russie et des Européens pour aider à assurer ou améliorer la sécurité mondiale. N'est-ce pas intéressant? Même après la guerre froide, Yeltsin continuait de penser que la Russie appartenait à un groupe de puissance spéciale qui devrait façonner et qui méritait vraiment d'orienter l'architecture sécuritaire, pas simplement en Europe, mais dans le monde entier. Et ça, c'est très important.
Mais surtout, Boris Yeltsin wanted to do. ce que souhaitait faire Yeltsin, c'était rejoindre l'OTAN. In fact, I was En fait, a few days ago. il y a quelques jours, j'étais à Londres et je regardais les nouveaux documents déclassifiés des archives nationales britanniques. Et là, il y avait une conversation avec Berezovsky. Vous vous rappelez Berezovsky, One of the oligarchs killed l'un des grands oligarques qui a ensuite settled and fui Poutine pour aller s'établir au Royaume-Uni. Et c'est une conversation à l'apogée de son pouvoir en 98 et Boris Berezovsky avait une longue discussion de l'importance qu'il y avait à rejoindre l'OTAN pour la Russie et même Berezovsky pensait cela. Mais dans les années 90, c'était Yeltsin qui faisait vraiment le forcing pour que la Russie rejoigne l'OTAN en appelant à Clinton pour cela. Ça n'est rien de nouveau, mais saviez-vous que déjà en mai 90, quand Gorbatchev a vu que toutes ces questions sur le fait que l'Allemagne serait ancrée aussi dans le pacte de Varsovie, qu'il voyait tout cela s'effondrer au printemps 90. Il était assez désespéré. En mai 90, il a contacté le secrétaire d'État James Baker en lui demandant de nous accepter dans l'OTAN. Nous souhaitons faire partie de l'OTAN. C'était en mai 90, alors que l'Union soviétique existait encore, mais Baker s'est demandé. En gros, il n'a rien dit. Ignorant quelques prises, Gorbatchev, je cessais de soulever la question, mais Baker n'y a pas donné suite. Anyway, quoi qu'il en soit, pour Gorbatchev, en tout cas, Soviet joining NATO le fait que l'URSS rejoigne l'OTAN, solved the problem. ça aurait résolu les problèmes de l'exclusion de Moscou des structures sécuritaires de la Nouvelle Europe, mais c'était une idée clairement mort-née pour les États-Unis. L'effondrement de l'URSS n'a rien changé, donc les appels de Yeltsin pour rejoindre l'OTAN n'ont pas été entendus. Au lieu de cela, les dirigeants américains ont pris pour décision d'élargir l'OTAN dans ce qui était jusqu'à récemment le pacte de Varsovie. Il y avait de bonnes raisons pour cela. Les Européens de l'Est réclamaient de rejoindre l'OTAN, en soupçonnant, à juste titre, comme ça s'est avéré, que l'impérialisme russe pourrait faire son retour. Et il y a des dossiers de Walesa et Clinton qui se disaient, Walesa disait, ne faites pas confiance aux Russes, ce sont en fait des impérialistes, ils vont revenir, acceptez-nous dans l'OTAN et maintenant on sera en sécurité. Mais on ne peut pas l'en accuser, vraiment, vu l'histoire des relations russo-polonaises. Yeltsin craignait les perspectives d'élargissement et en décembre 1994, dans un discours célèbre, il a averti Clinton que l'Europe était à risque de plonger dans une paix froide. Il continue, je cite, dans une grande conférence de l'OSCE, l'histoire démontre qu'il est dangereusement illusoire de supposer que les destinées des continents et de la communauté mondiale en général peuvent, d'une certaine façon, être gérées d'une seule capitale. La rhétorique yeltsinienne ici était remarquablement semblable au genre de rhétorique adoptée par Poutine plus tard, alors qu'il protestait contre l'unilatéralisme américain. C'est quasiment un pour un, mot pour mot. Quand on lit ce que disait Yeltsin à l'époque, on croirait du botting, là, si c'était bien antérieur. Il y a des continuités intéressantes. Mais les possibilités pour Yeltsin, comme celle de Gorbatchev, étaient limitées. Il ne pouvait pas empêcher les pays d'Europe de l'Est de rejoindre l'OTAN. Tout ce qu'il devait faire, c'était d'évacuer sa frustration auprès de Clinton. Quand le président américain était à Moscou pour la 50e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre, le 9 mai 1995, il lui a dit que l'élargissement de l'OTAN allait se passer malgré les objections russes et Yeltsin a protesté que ce n'était rien d'autre qu'une humiliation, je cite, pour la Russie. Mais il est curieux de voir qu'il ne parlait pas de sécurité. Ce n'était pas une question de sécurité, cette question de fait que la Russie rejoigne l'OTAN ou pas, ou d'autres pays d'Europe de l'Est. C'était une question de prestige, un élargissement de l'OTAN comprenait une réduction plus poussée de la position russe en Europe et au lieu d'être la pierre angulaire de l'architecture sécuritaire européenne, la Russie était repoussée aux marges de l'Europe, une position jugée par Yeltsin comme incompatible avec les
aux affirmations de la grandeur du pays. Le prix de consolation de Yeltsin était la création du Conseil OTAN Russie, qui, même de l'admission de Clinton, n'avait aucun pouvoir de veto sur les décisions de l'OTAN. Et en plus, en 1997, la Russie a été admise dans le G7, un signe de l'affection de Clinton pour la kleptocratie institutionnelle de Yeltsin. Bien sûr, la Russie a été expulsée du G7 du fait de l'annexion de la Crimée. Maintenant, Trump dit « Revenez, en tout cas, on aimerait vous voir revenir ». Non, je ne crois pas que ça va arriver parce que à ce stade, Poutine ne verrait pas cela comme compatible avec sa dignité et de revenir. Mais en tout cas, pour Yeltsin, c'était très important quand la Russie a rejoint le G7 en 1997. Mais les relations de la Russie avec les États-Unis ne sont jamais revenues à l'étape de lune de miel des années post-soviétiques. Et il y a en fait de plus en plus de méfiance sur des questions comme l'élargissement de l'OTAN ou la réponse à la crise du Kosovo. On pourrait y revenir pendant des heures, mais je n'en ai pas vraiment le temps ici. Je file que la demande de Yeltsin qui voulait faire partie du cartel occidental a eu un succès mitigé. Son affiliation de la Chine a eu plus d'effet. Le rapprochement entre Moscou et Beijing datait d'avant Yeltsin. Ça a commencé dans les années 1980 parce qu'à l'époque, aussi bien les Chinois que les Soviétiques étaient frustrés de leur relation avec le monde occidental. Les Soviétiques se heurtaient à une forme d'isolement. Il y avait une perte des relations, il y avait l'invasion de l'Afghanistan, solidarité avec la Pologne, des sanctions contre l'Union soviétique. Et les Russes se sont dit, peut-être que les Chinois, finalement, ne sont pas si mauvais que ça, on va peut-être se tourner vers eux. Donc, ils se sont tournés vers les Chinois. Les Chinois, de leur côté, ils avaient leurs propres problèmes. Et cet affrontement avec l'Union soviétique qui faisait intervenir des ressources, des engagements tarifs, tel affrontement n'était pas dans leur intérêt et ils se sont dit qu'il fallait désescalader la tension avec l'Union soviétique. Cette normalisation sino-soviétique était un processus très prolongé et c'est qu'en mai 89 que Gorbatchev s'est rendu à Beijing pour tourner la page. Deng Xiaoping nous a dit à l'époque que même si chaque côté accusait l'autre de violation idéologique, même dans les années 60, on rappelle la guerre entre la Chine et l'URSS, l'URSS pour savoir qui était le meilleur marxiste des deux, tout ça c'était en fait du grand n'importe quoi. La vraie raison de la querelle selon Deng Xiaoping était autre chose. Deng Xiaoping a expliqué que c'était que l'Union soviétique percevait à tort la place de la Chine dans le monde. Il estimait que la source de tous les problèmes était que les Russes et les Chinois étaient inégaux et que nous, les Chinois, étions sujets à la coercition et à la pression. Gorbatchev était ravi de la normalisation sur une base d'égalité de part et d'autre. Il avait reçu Li Peng, c'était dans les années 80. Li Peng, à l'époque, était le Premier ministre adjoint de la Chine, était prêt à normaliser les relations avec la Russie, mais ne voulait pas être traité comme le petit frère de l'Union soviétique. Et Gorbatchev a dit non, on ne veut surtout pas de petits frères. On est ravis d'avoir des relations purement normalisées. Et ça, c'est quand même très important. Il faut bien comprendre comment les relations sino-soviétiques ont évolué dans les années suivantes. Gorbatchev voyait dans la Chine un contrepoids à la pression américaine. Ça, on n'y pense pas souvent quand on pense à Gorbatchev. Mais Gorbatchev, en 1989, avait senti la pression sur l'Union soviétique. Il s'est dit, voilà, si je me tourne vers la Chine, les Chines sont prêts à nous aider. Il a dit au président Li Peng en 1990 que les Américains craignaient l'étreinte sino-soviétique. Cette expression, l'étreinte sino-soviétique, et Beijing, pour sa part, a bien compris le rôle géopolitique de Moscou et lui a accordé des crédits sur les matières premières. Il faut bien voir qu'à l'époque, la Chine était un pays relativement pauvre et quand même la Chine a accordé des crédits sur les matières premières à l'Union soviétique. Gorbatchev avait cherché de l'argent de partout et
Et donc, ces crédits ont été accordés par la Chine. Et ça, c'est une autre chose peu connue, mais les Chinois ont accompagné, était un des rares pays qui a appuyé la tentative de coup d'État en août 1991. Ils ont rencontré les rebelles. Bon, alors évidemment, après l'échec du coup d'État, les Chinois sont retirés rapidement. Ils étaient très pragmatiques, mais ils appuyaient les putschistes parce qu'ils voulaient éviter l'effondrement de l'Union soviétique. Enfin, l'Union soviétique était leur ennemi depuis des années de l'Empire. L'Empire russe avait colonisé même des portions de la Chine. Pourquoi les Chinois voulaient-ils préserver l'Union soviétique en 91? Quel est l'intérêt de la chose? Et la réponse est toute claire. C'est qu'ils craignaient, enfin, ils savaient que l'Union soviétique était un facteur géopolitique qui, s'il continuerait d'exister, attirerait les énergies américaines vers elle. Et donc, c'était un calcul géopolitique de préserver l'Union soviétique. Voilà, l'ennemi de mon ennemi est mon ami, en quelque sorte. Toujours est-il que les Chinois n'étaient pas particulièrement enthousiastes par rapport à Yeltsin. Ils se méfiaient de sa rhétorique pro-occidentale. Ils s'inquiétaient de le voir accompagner l'Occident dans la critique des droits de l'homme en Chine et dans le cercle de Yeltsin. Il y avait des gens qui disaient les Chinois sont des communistes, nous ne sommes pas communistes. Et les Chinois avaient peur que Yeltsin fasse alliance avec Taïwan. En fait, ça n'a pas été le cas. En fait, en 90, Yeltsin s'est rendu en Chine et dans les années qui ont suivi, les relations sino-russes se sont approfondies. De même que la relation personnelle entre Jiang Zemin, qui était président à l'époque, et Yeltsin. Jiang Zemin s'est rendu à plusieurs reprises en Russie, il a chanté des chansons russes, il connaissait un peu le russe. Il a même vu Yeltsin, il a rendu visite à Yeltsin sur son lit d'hôpital. Mais enfin, en avril 97, c'est important, les deux dirigeants ont signé une déclaration qui demandait ni plus ni moins que la mise en place d'un nouvel ordre international qui était censé se produire dans un monde multipolaire. Un nouvel ordre international dans un monde multipolaire, c'est un peu ce qu'on entend maintenant venant de Russie et de Chine, mais ça c'était en 97. C'est quand même intéressant d'y penser. Et puis, j'ai écrit cet article aujourd'hui même, mais j'ai trouvé une citation venant de l'ambassadeur de Chine à Moscou qui s'appelait Li Fenglin dans des documents soviétiques, ou les documents russes. Donc avant de retourner en Chine en 1988, cet ambassadeur a rencontré la direction russe et on a dans ce procès verbal de la conservation, il parlait de choses et d'autres, ce sont sinon russe, et il a dit, juste pour retrouver la citation, la Chine veut que la Russie soit un pays fort, il faut que nous soyons ensemble, même si l'Occident nous met sous pression. Alors, c'était en août 1998, la Chine disait que la Russie devait être un pays fort et qu'ils devaient se tenir les coudes parce que l'Occident les mettait sous pression. Les Russes en sortaient plutôt pas trop mal à l'époque, les relations économiques s'amélioraient, mais il y avait des gens en Chine qui estimaient que les Russes pourraient réfléchir dans la pression occidentale et qu'il fallait se solidariser. Alors, les observateurs de la Russie se demandaient si Poutine avait une idéologie. Et on se met dans sa tête et dans ce qui constitue l'une des études les plus convaincantes sur le sujet, Maria Skelo-Baya et Jade McGlynn estiment qu'il a une idéologie et qu'elle consiste à se dire que la Russie est un État et une civilisation, une grande puissance, pleine d'exceptionnalisme, de conservatisme culturel et d'anti-occidentalisme. Et si tel est le cas, dans la plupart des aspects, le poutinisme trouve ses racines dans le passé impérial russe et soviétique, et ce narratif de la puissance soviétique, il retrace toute l'expérience soviétique. Et on a vu même dans la misère de la Russie de Yeltsin, les grandes ambitions du pays sont restées décomplexées. Ça aboutit à un ressentiment lorsque ces ambitions ne se sont pas réalisées parce que la Russie n'avait pas les moyens de cette ambition. When it figures this out,
Quand la Russie comprend cela, lorsqu'elle se rend compte qu'elle a les moyens de ses ambitions, mais que surtout qu'elle ne les a pas maintenant, on sera un peu sorti d'affaire. Mais alors, Poutine a pris le pouvoir sur la promesse qu'il aiderait la Russie à se relever, une promesse qui continue, très parlante aujourd'hui en Russie, mais qui ne concerne pas tellement le bien-être et l'idée que la Russie doit reprendre ce qui lui a été arraché lorsqu'elle était faible et impuissante. Mais sur cette histoire du retour à la grandeur, mais ça, c'est pas que la Russie. Vous avez la Chine, vous avez l'Amérique. Est-ce que la France, est-ce qu'il y a un retour? Non, la France il y a toujours la grandeur de la France. Donc ça, elle ne l'a jamais perdue. Donc c'est pas une question, ce n'est pas question de la retrouver puisqu'elle l'a toujours gardée. Mais enfin, ce qui est important, c'est que Poutine croit à la force brute pour y arriver. Et dans ses commentaires, il y a tellement de commentaires sur Poutine, on peut psychanalyser Poutine parce qu'il adore parler. Il y a cette quantité interminable de discussions, de délibérations. Enfin, toujours est-il que Poutine dit que ce sont les Russes qui sont accros à force brute. Les États-Unis essayent de régler tous les problèmes depuis une position de force. Soit avec l'aide de sanctions économiques ou de restrictions financières ou la menace de l'usage militaire ou l'usage même de cette force militaire. Alors, ils essaient de nous donner des leçons par rapport à cela, mais ils ne veulent probablement pas s'en passer, qu'il s'agisse du Kosovo, de l'Afghanistan. Enfin, nous avons les preuves de cette maxime. Il n'a pas entièrement tort, c'est vrai que du côté américain, il y a cette tendance à faire les gros bras et force est de reconnaître qu'il y a des réels problèmes dans les exemples qu'il a cités et qui ont pu justifier que Poutine, à son tour, lui, a également le droit d'envahir. Est-ce que les Américains ne se sont pas gênés, ne se sont pas privés? Et dans un tel monde où c'est chacun pour soi, il faut faire preuve de force face à un adversaire s'il le fait. Et là, on voit des parallèles avec la façon dont Staline pensait des États-Unis dans les années après la guerre. Il s'était dit que toute concession soviétique aux Américains serait interprétée comme un signe de faiblesse et aboutirait à plus de pression. Et on voit, il y a tout un ensemble de documents qui figurent dans les archives. Vu ce que j'ai pu lire, et malheureusement, bientôt, ces archives seront fermées. Je crois probablement dernière personne qui a eu accès. Mais en septembre 1945, il y avait, en septembre 1945, il y avait la conférence des ministres des Affaires étrangères à Londres. C'est l'une des premières conférences d'après la guerre où on décidait de ces questions d'après-guerre. Et c'est là, alors Staline ne s'y est pas rendu, il a envoyé Molotov, donc son ministre des Affaires étrangères, qui s'y est rendu. Mais ce qui est intéressant, et c'est pour ça que c'est tout à fait intéressant pour les historiens, ça ouvre un nouveau chapitre de l'histoire du monde et de la façon dont Staline, à l'époque déjà, envisageait ses relations avec les États-Unis. Staline envoyait des télégrammes tous les jours à Molotov. On ne sait pas ce qu'il pensait, mais Molotov était à distance. Il fallait donc lui envoyer des instructions par télégramme. Et Molotov répondait tous les jours. Donc, il y avait ces échanges entre Molotov et Staline. Et en septembre 1945, alors c'est après Hiroshima, après cette espace, et Staline dit à Molotov, ne fais aucune concession, même sur la plus petite question, pas la moindre concession aux Américains. Pourquoi? Parce que les alliés vont penser que... Ils les appellent quand même les alliés. Les alliés vont penser que vous faites un aveu de faiblesse en acceptant une concession. Et il a, dans un télégramme connu, il a dit les Américains veulent briser ta volonté, il faut faire preuve d'obstination et d'endurance, autrement dit, pas de concession. Mais alors, on va se dire, Staline était dur, mais enfin, il ne faut quand même pas se tromper dans la lecture de Staline, ni d'ailleurs dans celle de Poutine, parce qu'en réalité, Staline était conscient de la faiblesse soviétique. Et les Américains avaient le monopole de l'arme atomique à l'époque, ils avaient peur d'une guerre avec les États-Unis, donc ils étaient très prudents, ils faisaient marche arrière devant une incertitude, devant une réaction américaine, et c'était le cas notamment, je donne quelques exemples, on se dit que Staline, c'était un rouleau compresseur qui allait reprendre le monde, mais en réalité, quand il faisait face à
pression et qui faisait machine arrière. Quelques exemples. Donc, en août 1945, Staline voulait occuper le nord du Japon, Hokkaido. Il voulait occuper Hokkaido. Et il a proposé à Truman de dire, bon, on va atterrir à Hokkaido. Et Truman a dit, pas question, tu n'y vas pas. Et Staline a reculé. Pourquoi? Bonne question. Il y a différentes interprétations. Peut-être qu'il voulait une meilleure coopération avec Truman, mais peut-être que les Américains avaient la bombe atomique quand même. Donc, ça, c'est un exemple. Autre exemple, c'était en Iran, en 1946, où il a également reculé. Il a retiré ses troupes du territoire iranien. Il y a d'autres exemples qui viendront peut-être à l'esprit. Et puis, il a fait une erreur de calcul dans certains cas. Par exemple, il avait autorisé l'invasion de Kim Il-sung du sud de la Corée. Alors, à l'époque, c'était intéressant parce que pendant des mois, Kim Il-sung, qui était donc le dirigeant de la Corée du Nord, on se rendait chez Staline en disant, voilà, on veut envahir la Corée du Nord. On fera la révolution et on va l'emporter en 3 coups de cuillère à peau. Et Staline a dit, non, tu n'as pas le droit d'y aller, tu n'y vas pas. Et puis un beau jour, il a changé d'idée, c'était en janvier 1950. Et on se demande pourquoi elle a changé d'idée, mais non, on sait que c'était partiellement parce que il apparaît, et on peut le voir dans mon bouquin que je viens de publier. Staline, donc, les Soviétiques avaient intercepté des télégrammes américains, pas simplement entre Washington et Moscou, enfin, il y avait toutes sortes de télégrammes qu'ils ont pu intercepter entre MacArthur, Japon et Washington, disant que les Américains n'allaient pas se battre pour défendre la Corée du Nord. Enfin, c'est pour défendre la Corée. Bon, ça, on retrouve dans les déclarations publiques à l'époque. C'était pas entièrement ça sort de la sphère de la défense américaine. Donc, il avait dit que, bon, il a peut-être fait une erreur d'interprétation sur ce qui se passait. Et Poutine, lui aussi, a recours à la force uniquement parce qu'il sent l'absence de détermination du côté soviétique pour défendre le statu quo. L'Ukraine, c'est une situation épique. L'invasion de la Russie, maintenant, on voit que c'est un exemple même d'un échec de la dissuasion. Et puis, il y a quand même autre chose qui appuie la volonté de Poutine à tester, en quelque sorte, la limite de ce qui est permissible, c'est l'arsenal soviétique, l'arsenal nucléaire plutôt des Russes. Ça n'est pas nouveau. C'était Nikita Khrouchtchev, parmi les dirigeants soviétiques, qui avait tiré parti des avantages apportés par les armes nucléaires. Et dans ses mémoires, il avait reçu, raconte un rapport qu'il avait reçu sur la situation nucléaire. Est-ce qu'on est aussi mal placé que cela? Enfin, le programme soviétique nucléaire paraissait mal parti. Et Khrouchtchev s'était dit, je ne pouvais pas dormir jusqu'au moment où il s'est rendu compte qu'on n'aura jamais besoin de se servir des armes nucléaires. Et du coup, le fait que la technologie soit en retard ne lui posait pas vraiment problème. Mais enfin, quelle est l'incidence sur la politique étrangère soviétique? Et là, on a un mot de Khrouchtchev, de ses collègues, en décembre 1959, qui disait comment un pays ou un groupe de pays en Europe peut nous attaquer si nous pouvons effacer de la carte avec nos armes nucléaires et à hydrogène. Comme on l'a vu, la révolution nucléaire a eu un effet très fort sur la façon dont le Kremlin a perçu sa sécurité. Cela a ajouté à des décisions notamment telles que le retrait de l'Allemagne. Vous vous rappelez, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais cela aussi enhardit en quelque sorte les décideurs soviétiques, qui se sont rendus compte qu'ils avaient la protection de leur arsenal nucléaire qui leur donnait les coups des franches. Et donc, pour Khrouchtchev, ça voulait dire ces politiques aventuristes, de Suez à 56 à Berlin en 58, 61 jusqu'à Cuba en 62. Et pour Poutine, ça veut dire qu'il pouvait se servir des armes nucléaires dans son jeu du bord du gouffre avec le monde occidental. Il était sûr de gagner parce qu'il sentait que l'Ukraine n'était jamais aussi étroitement liée aux intérêts américains ou même européens qu'il l'était aussi à lui. Alors, tout le monde n'est pas aussi sûr que Poutine. Il y a des commentateurs russes comme Sergei Karmaganov et Dmitri Trenin qui se lamentent de voir que les jeux d'armes nucléaires russes n'étaient pas pris au sérieux dans le monde occidental. Les gens se disent « Oh, ils font que bluffer ». Et Karaganov disait, ben non, alors pourquoi pas déclencher carrément une guerre nucléaire avec l'Occident, ils lui diront bien. D'autres s'étaient dit qu'il fallait
faire revenir la peur du côté de l'Europe. Et malgré tout cela, toutes les indications vont quand même dans l'autre sens, c'est-à-dire que l'Occident était effectivement dissuadé par la menace d'une escalade nucléaire et avançait très prudemment le long des lignes rouges de Poutine. On n'est pas exactement sûr de ce qui s'est passé pendant la crise nucléaire à l'automne de 2022. C'est intéressant, mais il semblerait que Washington n'a pas simplement signalé à Moscou qu'elle ferait face à des conséquences terribles si elle faisait usage d'armes nucléaires tactiques sur le terrain, mais a également promis de faire pression sur les Ukrainiens pour ralentir la contre-offensive si celle-ci était de nature à menacer l'emprise ou plutôt de la Russie sur l'Ukraine occupée. J'arrive à la fin de mon intervention pour dire ceci. Il y a une révélation qui a souligné l'intérêt ou la raison pour laquelle Poutine a envahi l'Ukraine. Il y a un commentaire qu'il a fait lors de sa conférence avec Emmanuel Macron le 7 février 2022. Donc, soulignant la façon dont le président Zelensky devrait mener à bien toutes les dispositions de l'accord de Minsk. Poutine a dit que cette prison, tu devrais y mettre ma petite chérie. Alors, croyez-moi, en français, ça a l'air simple, mais en russe, c'était quand même curieux. Et les commentateurs ont dit que Poutine faisait allusion à une chanson d'un groupe de punk-rock des années 90 qui s'appelle Red Mold, chanson qui connaît des références au viol et à la nécrophilie, c'est tout dire. Toujours est-il que ce qui a suivi, c'était un viol de l'Ukraine, une invasion brutale qui était déterminée à mincer le retour de la sphère d'influence de Moscou et montrer aux détracteurs de la Russie que cette sphère d'influence, Poutine la prenait très au sérieux et qu'il était prêt à en remontrer à tous ceux qui piétinaient sur ses plates-bandes. Alors, il y a une autre raison qui était avancée pour l'invasion de Poutine. Alors, l'idéologie, certains estiment que l'Ukraine n'existe pas, elle fait partie de la Russie. Il y a une question de sécurité, peut-être, l'idée que il y aurait peut-être un risque d'invasion dans l'autre sens. Enfin, certains observateurs ont été amenés à le penser. Il y a peut-être des préoccupations intérieures, c'est-à-dire qu'en envahissant l'Ukraine, il pourrait renforcer sa mainmise sur le pouvoir et mettre fin à la dissidence intérieure. En fait, ça paraît très peu probable parce que rien ne donne à penser que Poutine s'inquiétait de dissidence ou d'opposition dans son propre pays à la veille de l'invasion de l'Ukraine. Mais dans l'ensemble, on peut dire que l'invasion de l'Ukraine était surdéterminée, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs causes qui se chevauchaient et qui sous-tendaient cette invasion. Quand on vous dit « je sais pourquoi Poutine a envahi l'Ukraine », comme si on avait eu une connexion directe à son cerveau, non. Parce qu'en réalité, ces actions sont impliquées, il y a des raisons diverses et variées, de nature impérialiste, idéologique, sécuritaire. Il peut y avoir toutes sortes de raisons. Cette démonstration de force ou le fait que Zelensky doit m'obéir parce que c'est moi le patron, ça date déjà de la guerre. Hein. Et Poutine avait quand même ses connexions avec, dans les années 90, avec l'ancien monde soviétique. Enfin bon, des raisons diverses et compliquées. Mais il y a quelque chose également qui en dit long sur la vision qu'a Poutine de la Russie et son propre héritage historique. Ceci écrit, et cette révélation sort d'une des longues conférences de presse données par Poutine, à la suite d'une question du correspondant de la BBC, Steve Rosenberg, qui est une véritable force de la nature. Toujours est-il que Steve Rosenberg avait demandé à Poutine, est-ce que vous vous sentez en sécurité maintenant que l'Ukraine a envoyé ses drones sur la Russie, mais enfin, est-ce que vous vous sentez en sécurité? Alors Poutine aurait pu répondre, c'est une guerre que nous livrons pour assurer la sécurité de la Russie, il y a Yalta et compagnie. Et John Grisham aurait été ravi de l'entendre, mais non, il ne sait pas ce qu'il a dit. Poutine a dit, on nous remettait à notre place. Et ça, je peux vous dire sans ambiguïté, tout était dit très poliment, mais en principe, on nous remettait à notre place. By the West. Le monde occidental
nous regarder de... Alors, cette idée que la Russie n'avait pas droit à ce qui lui revenait de droit date d'avant Poutine. Ça renvoie à Staline lorsqu'il répondait à la pression soviétique. Khrouchtchev disait qu'il allait enterrer l'Occident. Brejnev cherchait l'acceptation par l'Occident d'une division permanente de l'Europe dans le contexte de ce qu'il appelait le processus de Minsk. Et chez Gorbatchev et Yeltsin, ce ressentiment, l'idée de se voir refuser une position en Europe, une position que Moscou, à ses yeux, méritait en raison de ses réalisations historiques et notamment sa victoire sur l'Allemagne nazie. Mais l'histoire, la Russie, historiquement, est une puissance en déclin, dont le fonds de commerce et le pétrole et le ressentiment, ces deux marchandises se vendent bien. La croisade anti-américaine de Poutine lui a valu à une certaine admiration dans le Sud global, où le président russe est considéré comme une espèce de Robin des Bois. Son défi lancé à l'Occident et a des connotations nietzschéennes, une volonté inépuisable de pouvoir, de prévaloir sur un Occident décadent qui pourrit dans sa richesse et ses trésors brillants. Un an après l'invasion de l'Ukraine, en mars 2023, le président Xi Jinping de Chine s'est rendu à Moscou pour parler à Poutine. Les Chinois qui n'avaient pas été avertis de l'invasion et qui n'ont plus parlé d'un partenariat sans limite avec la Russie. Autrefois, c'était le cas. Maintenant, il n'y a que les Américains qui parlent de ce partenariat sans limite. Mais les Chinois n'utilisent plus cette expression. Toujours est-il que les Chinois ont été quand même des camarades fiables de Poutine pour construire ce fameux nouvel ordre international que Yeltsin et Jinping n'auraient pas pu imaginer. Et au moment de retourner dans sa voiture après avoir rencontré Poutine, Xi s'est retourné vers son cher ami. Il faut dire que Poutine l'a également appelé son cher ami. À un moment donné, il avait voulu l'appeler camarade, mais ça n'a pas marché. En Chine, il n'y a pas longtemps, il commençait que Poutine appelle Xi Jinping une camarade, mais pas vice-versa. Et la réponse à cette question, c'est que Poutine n'est pas communiste. Il ne mérite pas le titre de camarade. C'est raisonnable. Enfin, peut-être. Toujours est-il que, où en suis-je? Oui. Xi Jinping donc s'est tourné vers Poutine et lui a dit qu'il y avait des changements en cours et que c'était l'un et l'autre qui étaient, derrière ces changements, c'est eux qui les menaient. Les Russes et les Chinois ont parlé de la démocratisation des relations internationales, ont critiqué la hégémonie américaine. Ils défendent le besoin de reprogrammer l'économie mondiale pour réduire la puissance américaine, notamment du dollar américain, qui est un instrument d'hégémonie américaine. Poutine en parle souvent de cette histoire d'hégémonie. Il est contre le dollar américain. Et tout récemment, il y avait le sommet du BRICS à Kazan. Et il y avait un site internet en anglais pour le sommet des BRICS. Donc, et, il y avait une explication pour ceux qui se rendaient à Kazan. Et l'explication, venez avec des dollars américains parce que vous ne pourrez pas utiliser votre carte dans les machines. Donc, et ça, c'est les BRICS qui veulent mettre fin pouvoir à la puissance du dollar américain tout puissant et qui disent venez avec des dollars parce que vos cartes de crédit, vous n'arrivez pas à retirer des sous de nos guichets automatiques. Alors, ils sont mis d'accord pour faire descendre les États-Unis d'un degré ou deux. Ils ne se sont pas engagés dans une alliance parce que Poutine et Xi n'ont pas besoin de se retrouver dans cette même situation où l'étaient Staline et Mao en 1950. Mais l'absence d'alliance militaire formelle est une bonne chose de part et d'autre. Je vais vous donner un exemple de cela. En 1959, où il y avait un conflit militaire entre la Chine et l'Inde. Il y en a eu un certain nombre. Et les Soviétiques ont manifesté des regrets par rapport à cela. Non, c'est dommage d'avoir des conflits militaires avec vos voisins parce que les Chinois nous sont nos frères et les Indiens sont nos amis. Mais les Chinois étaient furieux. À un instant, on a un traité, une alliance, vous êtes censés être de notre côté et de nous appuyer. Si aujourd'hui, il y avait, et là je reviens justement d'un voyage en Chine et en Inde, si devant une telle situation, les Russes, les Russes ne pourraient pas dire vous devez nous défendre parce qu'il y a un traité d'alliance, tout simplement parce qu'il n'y a pas de traité d'alliance. Mais enfin, ils n'en ont pas besoin. Chacun estime que la présence de l'autre constitue un contrepoids aux États-Unis. Et comme Poutine et Xi Jinping l'ont dit dans leur déclaration commune le 21 mars 2023,
La Russie souhaite voir une Chine prospère et stable et la Chine souhaite voir une Russie forte et puissante. Et performante plutôt. C'était 25 ans plus tôt, c'est exactement ce qu'avait dit Li Peng, la même chose, la même déclaration officielle chinoise qui montre que ce qui était dit dans les années 90 se retrouve maintenant aujourd'hui. Toujours est-il que la Chine et la Russie ne veulent pas créer un axe ou une alliance formelle, leur présenterait des contraintes alors que Moscou et Beijing veulent avoir les coups des franges et pouvoir déstabiliser les Américains. Ils savent que ce que Gorbatchev a dit à Li Peng en 90 est toujours vrai. Les États-Unis ont peur de l'étreinte sino. Oui, ils font pas plusieurs. Lorsqu'en février 45, Stalin, Roosevelt et Churchill se sont centrés à Yalta, le monde était très différent du monde d'aujourd'hui. La Chine était l'une des victimes de cet accord tristement célèbre la Chine a été contrainte à faire des négociations difficiles avec l'Union soviétique et lui accorder des concessions, notamment lui laisser la Mongolie. Today, Eh bien, aujourd'hui, un compromis entre ces puissances paraît différent. Et le président Trump l'a reconnu lorsqu'il a parlé de rencontrer Poutine et Xi Jinping quand les choses se calmeront, c'est pas quand, afin de traiter des questions internationales violentes comme le désarmement. Et donc, Trump pense en termes, dans des catégories du style Yalta. Comme Poutine, il est en quelque sorte un impérialisme du 19e siècle. Il peut être brutal dans ses déclarations sur ce qui, à ses yeux, appartient à la sphère d'influence américaine, mais de parler avec respect de ses adversaires avec lesquels il veut arriver à des accords. Et un peu comme en 1945, un tel accord, un tel marché serait plus viable que celui d'Yalta parce que les États-Unis, en termes relatifs, sont beaucoup moins puissants qu'en 1945. Ces rivaux sont des puissances nucléaires, ce qui ajoute en fait une forme de stabilité au système. Mais de plus, ni à Moscou ni à Pékin, les États-Unis n'ont affaire à des régimes qui veulent renverser l'ordre social, ce qui n'était pas le cas en 1945, parce qu'à l'époque, là, on se disait encore qu'on allait faire la révolution à l'échelle mondiale. Mais Poutine ne pense pas en termes de révolution, pas plus que Xi Jinping. Vous avez d'un côté, tous les deux, vous avez des batteurs très conservatrices, vous avez une espèce de kleptocratie conservatrice, mais enfin, les valeurs sont alignées essentiellement avec, disons, le côté droit du spectre politique, la droite américaine. D'un autre côté, vous avez en Chine une relique du communisme, du passé communiste, qui a peu de désir de promouvoir la révolution et s'intéresse surtout à préserver son pouvoir devant les enjeux intérieurs. Mais il y a d'autres enjeux qui empêcheraient un autre Yalta. Et c'est surtout le fait que le rôle de l'Ukraine et l'Europe, les Russes ont dédaigné aussi bien la Russie, l'Ukraine que l'Europe comme étant des marionnettes américaines, en voulant les contourner sur toutes les questions directes, en traitant directement avec les États-Unis. Et d'ailleurs, on en voit l'exemple avec le président Trump, mais avec ces nouveaux contacts et les nouvelles options pour l'Ukraine, les Européens essaient de se rassembler. Le président Macron a convoqué un sommet des dirigeants européens pour voir comment l'Europe peut réagir à ces changements géopolitiques brutaux en temps réel. Et leur vision, leur détermination permettront de voir si on reviendra à une nouvelle version de Yalta ou s'il y a de meilleures options en magasin. Je vous remercie.